va accueillir Jérôme, André et Amandine Faure. Donc Jérôme est orthophoniste à Lille et Amandine est audioprothésiste à l'hôpital Necker à Paris et qui vont nous parler du BE-BPI en pédiatrie. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler de la BPI qui en fait est un outil qui historiquement avait été créé à l'IRPA de Ronchin sous le nom de PPIR. Je sais qu'il y a beaucoup de mes anciens collègues qui sont en train de regarder cette présentation et qui a ensuite évolué sous la houlette de deux personnes qui me sont chères et qui m'ont donné des précieux conseils scientifiques, qui sont Christian Renard et puis Martial Franzoni, que je salue également chaleureusement. Et donc le principe de la BPI, c'était de répondre à une problématique qui est que le réglage des implants, ça présuppose la mise en correspondance d'informations qui sont liées à deux professions différentes, souvent l'orthophoniste d'un côté et puis le régleur qui est un audioprothésiste de l'autre. C'est peut-être plus facile quand le régleur est aussi un orthophoniste. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est que le régleur, lui, il maîtrise bien le logiciel de réglage qui lui a été mis par les industriels. Il sait tous les paramètres qu'il pourra changer à l'intérieur de ce réglage et que, en modifiant les caractéristiques de son réglage, eh bien, il va changer les caractéristiques du signal qui sera transmis au patient. Et que, quand ce signal va être modifié, ça va peut-être provoquer ou supprimer des confusions phonétiques. Donc si ça en supprime, c'est le bonheur intégral, mais si ça en provoque, là, le régleur, il va se poser des questions, il va dire, moi, il faut que je change mon réglage, mais le problème, c'est quel type d'évolution il faut que je fasse. Et donc moi, naïvement, en tant qu'orthophoniste, j'allais voir les régleurs au CHU de Lille et je leur disais, tiens, mon patient, il confond le feu et le se. Et puis je me suis dit, avec ça, le régleur, il va pouvoir me trouver des choses pour modifier le réglage. Mais à ce moment-là, il m'a dit, est-ce que tu penses que ça vient d'une modification de la répartition fréquentielle des électrodes ? Je sais pas. Est-ce qu'il faut changer l'ajustement des dynamiques sur les électrodes ? Je sais pas. Est-ce que c'est la cadence de stimulation qui est pas bonne ? Est-ce que c'est le nombre de maxima ? Je sais pas ce que c'est les maxima. Et donc en fait, je me suis aperçu que les régleurs, eux, ils pensaient en termes de paramètres fréquentiels, en paramètres de croissance en Sony. On l'a entendu plein de fois dans ces jours derniers. Là où nous, en tant qu'orthophonistes, on a entendu aussi Aude ce matin ou Clara qui disait que nous, on parle en paramètres de détection, de discrimination, d'identification, de compréhension. Et en fait, on est sur un plan cognitif, là où les audioprothésistes, eux, ils sont sur les paramètres du son. Et donc, à ce moment-là, le régleur, si je lui amène un beau bilan en lui disant que mon gamin, il confond tel son ou tel son, ça va pas l'aider. Et de l'autre côté, il y a nous, en tant qu'orthophonistes, nous, on va faire des évaluations des performances de nos patients. Et puis, ces bilans vont révéler que cet enfant, il fait des confusions phonétiques. Comme on a quelques restes des corrélats acoustiques et perceptifs, on va se dire, ah oui, s'il y a telle confusion phonétique, ça veut dire que c'est le lieu d'articulation qui n'est pas bon, donc c'est plutôt les aspects fréquentiels, ou c'est le mode d'articulation, là c'est la variation de l'enveloppe temporelle, donc plutôt des paramètres d'intensité, et qu'à partir de là, ça va guider notre travail d'éducation auditive en travaillant sur les paramètres du son. Ça veut dire que nous, on a plein de données analytiques, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas le traitement du signal et ce que les régleurs peuvent changer dans leur logiciel. Et donc ça, c'est problématique parce que finalement, on va pouvoir faire un travail d'éducation auditive que si les signaux qui parviennent au sujet, ils sont différenciés. Si le gamin, il entend tout la même chose, on pourra travailler tant qu'on veut, il n'y aura pas de discrimination et donc on ne pourra pas faire évoluer les choses. Et donc les réglages, ils ne peuvent pas être basés sur la base des confusions phonétiques qui dépendent de trop de facteurs. Donc ça veut dire qu'il faut avoir tout un spicilège d'éléments quantitatifs. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Sony ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des aspects temporels et fréquentiels ? Comment est-ce que le sujet va réagir dans une analyse de scène auditive ? Parce qu'on l'a vu, le travail dans le bruit était important. Et le régleur, malheureusement, il n'a pas le temps d'avoir toutes ces données-là. Il va faire CT, il va faire CC, et ce sera déjà super bien. Et donc la BPI, elle a pour but de transformer quelque part le langage en paramètres interprétables sur le plan du réglage, c'est-à-dire en paramètres temporels, fréquentiels, etc. Et ça va aider à faire en sorte qu'on ait une équipe d'experts, chacun dans son domaine, mais qui devienne une équipe experte. Et donc, plutôt que d'en parler pendant très longtemps, ce qu'on peut faire, c'est juste une démonstration de la plateforme.
Donc sur cette plateforme, on va trouver tout un tas de petits éléments. Je ne vais pas détailler l'intégralité de la plateforme parce qu'on n'aura pas le temps. Et en fait, pour le travail subséquent qui va être mené par Amandine, eh bien, on aura besoin uniquement des premières épreuves qui sont proposées à l'intérieur de la BEPI. Donc sur cette page qui peut faire peur à première vue, ce qu'on va avoir, c'est un certain nombre de bandes fréquentielles, des narrowbands de 130 Hz dans les graves, et puis qui vont s'élargir au fur et à mesure dans les aigus. Et on va essayer de savoir si le gamin est capable de détecter un signal à une intensité donnée, mais plus que de savoir s'il les entend à 32 décibels, à 34 décibels ou à 36 décibels, quand on est dans son cabinet d'orthophonie, on n'a pas besoin de ces données-là. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il y a une plage fréquentielle sur laquelle il va falloir que j'augmente très fort l'intensité pour que le signal soit perçu par cet enfant. Et ça peut être intéressant à transmettre au régleur. Et donc, on va pouvoir, comme ça, essayer de balayer les différentes fréquences. Donc, sur chacune des fréquences, on peut entendre le son à un niveau faible, aux alentours de 40 dB. Là, on n'a pas fait de calibration. À un niveau moyen, qui sera aux alentours de 65 dB. Et à un niveau fort, aux alentours de 80 dB. Donc là, je vais juste vous en faire entendre un certain nombre. Est-ce que vous pouvez... Voilà. On va monter le signal pour entendre la plage 510-640 Hz. Et puis, on va essayer de se dire à quel niveau on va baisser en unité machine sur notre machine pour savoir quand est-ce que l'enfant va l'entendre faible. Et puis, on va balayer sur l'ensemble du spectre pour voir s'il l'entend également sur l'ensemble des autres fréquences. Donc ça, on va pouvoir faire une détection du signal. Mais ce qu'on va pouvoir faire également aussi, c'est faire un petit travail de croissance en Sony pour voir si ces sons, les sons faibles, il les perçoit bien comme faibles, les moyens comme moyens, et les forts comme forts. Parce que si un enfant, il entendait un son fort, alors que vous l'envoyez à 40 décibels comme faible, c'est sûrement que cette valeur du seuil T, elle n'est pas bien positionnée, et on aura l'information avant même d'avoir à faire les PEA, etc., etc. Il y a d'autres épreuves qui permettent en plus de cette croissance en Sony, de se dire est-ce que l'enfant perçoit des variations d'intensité quand le son est faible, quand le son est moyen ou quand le son est fort. Donc si par exemple je cliquais sur ce bouton-là, ce qu'on entendrait c'est le son de 640 Hz à 770 Hz qui va être émis pendant 500 millisecondes à une intensité donnée, et puis pendant 500 millisecondes, il va être émis avec 5 décibels de différence. Et donc la seule chose que l'enfant a besoin de faire, c'est dire est-ce que le signal il est continu ou est-ce que le signal il varie en intensité. Et on peut faire ça évidemment à des niveaux faibles, à des niveaux moyens et à des niveaux forts. On peut aussi utiliser des deltas fréquentiels. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cette plage-là pendant 500 millisecondes, puis la plage suivante pendant 500 millisecondes. Et on va s'assurer que cet enfant est capable de percevoir des glissements de fréquences qui sont évidemment éminemment importants pour la perception des transitions formantiques. Donc on va le faire ici. Et donc on va bien entendre cette variation du signal sonore qui passe d'une plage à l'autre. Et évidemment, ce qu'on va noter, c'est si cet enfant n'est pas capable de percevoir cette variation de la fréquence entre des plages qui seraient différentes. Donc, grosso modo, voilà ce que je voulais vous présenter sur cette diapositive. Il y a d'autres épreuves qui permettent de travailler sur la transition de formant. En fait, comment est-ce que ça se passe? Ici, vous avez un tableau à double entrée où vous avez les seconds formants des voyelles extrêmes du triangle vocalique, donc pour le OU, pour le A, pour le I, qui se dirigent vers les pôles de bruit des consonnes qui seraient bilabiales, dentales et palatales. Et donc, quand vous cliquez sur un signal, vous allez entendre ce glissement de fréquence qui représente une transition formantique. Seulement, si je cliquais là-dessus, c'est grosso modo ce qui se passerait quand vous entendez le son doux. Mais en fait, il n'y a pas besoin que l'enfant il me répète doux, il y a juste besoin qu'il me dise est-ce que le signal il est constant, c'est-à-dire il fait un son qui est continu, ou est-ce que ce signal, il va varier comme si on entendait quelque part une sirène. Et là, on a juste cette variation-là, et cette variation-là, elle représente ce qui se passe au niveau de la transition formantique, mais on n'a pas besoin d'avoir une réponse en termes de représentation langagière, mais juste une réponse en conditionnement auditif sur la base de le son est continu ou il diffère. Et donc,
Tout le principe de la BPI est basé là-dessus pour de la transition, la segmentation temporelle ou pour l'analyse de scène. Mais pour la présentation qui va suivre d'Amandine, eh bien, je vous fais grâce de cette partie-là et je reviens sur la présentation.